Ce retard technologique que l'on observe dans la sécurité publique, la santé, l'éducation, nous sommes très en retard technologiquement à São Paulo. Je ne cherche pas à inventer, ce n'est pas sorcier, je ne veux rien apporter d'inexistant. Je souhaite introduire quelque chose déjà présent dans certaines villes et États du pays et qui peuvent apporter un choc d'efficacité rapidement. Et en 2 ans, vous pouvez déjà récolter les fruits de nouvelles procédures dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la sécurité. Donc j'ai observé avec beaucoup d'inquiétude les indicateurs de l'État. Finances, économies, sécurité, santé, éducation. Les données sont très préoccupantes, n'est-ce pas? Oui, nous perdons des places dans le classement national sur plusieurs points. Et je pense qu'il manque ici une vision plus audacieuse de choc de gestion de l'administration publique. Ce que je pense, sincèrement, c'est que les choses, depuis lors, ont peu évolué, autant dans la commune que dans l'État. Je ne vois pas le même rythme de changement qu'ailleurs et on me répond « c'est facile à dire car tu n'es pas là-bas en première ligne ». Mais je compare avec d'autres États, tu comprends? Quand je dis ça, j'ai envoyé une équipe technique passer quelques semaines au Piauí pour comprendre comment la liste d'attente a évolué. Au Piauí à une vitesse incomparable avec les autres États de la Fédération. C'est quelque chose qui attire l'attention parce que le Piauí est un cas qu'on doit analyser. Rafael Fonteles, qui est mon ami depuis plus de 20 ans, c'est un petit génie des mathématiques. Il a étudié à l'IMPA, il est considéré comme un esprit très brillant. Et c'est un gestionnaire extrêmement dévoué. Par exemple, ce qui s'est passé cette semaine dans l'éducation. Le Piauí figure parmi les meilleurs systèmes d'enseignement public du Brésil. Il a dépassé São Paulo. Imaginez un État qui dispose de beaucoup moins de ressources que São Paulo. Il a laissé São Paulo derrière lui et se trouve parmi les systèmes éducatifs publics les mieux classés. Je ne parle pas du secteur privé, je parle du public. Et São Paulo, alors que São Paulo a chuté de 2 ou 3 places selon l'indicateur, le Piauí a fortement progressé, il est en 4e position, figurant parmi les meilleurs systèmes éducatifs. Alors, nous avons ajouté 100 milliards de plus au budget de la santé la 4e année. Ça a augmenté, n'est-ce pas? Jusqu'à atteindre 100 milliards. La 4e année, c'était 100 milliards de plus que cela signifiait, en gros, une augmentation de 70%. Le budget de la santé, si vous enlevez 20% d'inflation, c'était 40, c'était 45. 50 d'augmentation réelle du budget de la santé. Cela a été réparti selon les règles de la commission tripartite. Il n'y a eu de favoritisme pour aucun gouverneur, ni de traitement défavorable. Cela signifie que nous avons augmenté le budget de la santé pour toutes les entités fédérées, y compris São Paulo. Mais alors que dans le pays, l'augmentation des interventions chirurgicales programmées, par exemple, a été de 42%, ici, elle a été de 32%. Donc, je pense que nous avons encore du chemin à parcourir à São Paulo pour rendre les soins plus efficaces. Nous avons encore beaucoup de services à São Paulo qui en sont encore à l'époque du téléphone fixe. Je ne plaisante pas. Il faut parfois appeler pour vérifier la disponibilité d'un lit ou obtenir une information. Et donc, imaginez qu'à ce stade, vous n'ayez pas un centre qui surveille la disponibilité des services de façon intégrée, comme le fait l'UI. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, je pense que nous devons investir massivement dans ce domaine et l'intégration doit être globale. Elle doit inclure le SAMU. Le SAMU n'est pas financé par l'État. L'État n'y contribue pas. C'est un des rares États de la Fédération à ne pas participer au financement du SAMU. Et je parle ici des urgences, des ambulances, en passant par les unités de soins d'urgence, en passant par les hôpitaux. Nous devons intégrer ce système de manière effective. Et j'ai aussi l'intention de réformer la liste d'attente selon la gravité et l'urgence des soins. Nous n'avons pas une liste d'attente aussi bien priorisée que nous pourrions avoir. Donc il y a des choses qui sont en cours. Il y a des choses qui sont en cours qui ne vont que s'aggraver avec l'action, une comparaison qui peut déjà être faite. Donc je voudrais rejeter ce type d'accusation que le maire de São Paulo, le gouverneur de São Paulo ont formulé de manière inappropriée. Oui, les données sont publiques. J'apporte des données qui peuvent être consultées sur n'importe quelle plateforme. Et ce n'est pas vrai. Répéter ce genre de choses ne va pas aider São Paulo.
Pour aider São Paulo, il faut mieux intégrer les politiques et collaborer avec les maires et le gouvernement fédéral pour rendre les politiques publiques de l'État plus efficaces. Oui, il y a un retard technologique dans la sécurité publique, n'est-ce pas? Il manque intégration des données, transparence, et il y a de nombreux problèmes. Il y a des décisions qui ont été prises avec lesquelles je ne suis effectivement pas d'accord. Par exemple, laisser au libre arbitre du policier le choix d'allumer ou d'éteindre la caméra corporelle. Je pense que c'est une erreur. Je pense que tant que les caméras étaient allumées, cela a aidé même à protéger le policier. Un bon policier se sent protégé avec la caméra parce qu'il a là un enregistrement de ce qui s'est réellement passé. Même pour sa défense en cas d'incident éventuel, il est protégé. Alors je pense qu'on doit mettre ce type de technologie en service. Les systèmes de sécurité modernes, ils ont des capacités d'analyse derrière la caméra. Alors ils fonctionnent d'une manière complètement différente d'une caméra dépourvue de système d'analyse. Donc nous sommes vraiment en retard. On a essayé d'acquérir pour le Muralha Paulista des technologies plus récentes, mais le programme a été annulé l'année dernière. Ils essayent maintenant à toute vitesse de lancer un appel d'offres, et je crois même qu'il a été suspendu par la Cour des comptes de l'État parce qu'il semblait trop orienté, trop fermé. Donc ces choses-là, après 4 ans, encore une fois, nous sommes en train de rater du train du changement qui est en train de se produire maintenant. Nous pouvons mettre à jour la technologie. Une autre chose importante, à São Paulo, il ne faut pas promettre à la police et ne pas tenir parole, tu vois. Tu dis que le salaire sera dans les 10 ou 5 meilleurs du pays et il finit à la 20e ou 23e place. La troupe, tu sais, n'est pas motivée. J'ai reçu beaucoup de policiers militaires de haut rang, de rang moyen, M. Emilio m'a accompagné, et la plainte est récurrente. Donc il y a un problème. Mais le fait est qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez promis d'ouvrir les commissariats pour les femmes victimes de violences. 24 heures sur 24. Cela n'est pas arrivé. La femme n'est pas agressée un jour ouvrable le matin. C'est pas comme ça que l'agression fonctionne. L'agression à la maison, les deux sont à la maison, en général le week-end. Donc si vous n'avez pas une prise en charge rapide, et si vous n'avez pas un service social, et là le centre de santé compte, l'école compte, tout compte pour signaler les soupçons de mauvais traitement. Oui, il y a des gens qui arrivent avec un hématome et disent qu'ils sont tombés dans l'escalier, n'est-ce pas? Et parce qu'elle craint son mari, peur d'être frappée à nouveau. Mais la personne formée pour l'accueillir, n'est-ce pas? La femme agressée, la femme battue, elle peut signaler un soupçon. Parce que si cette personne est formée, quand la victime ira dans un autre centre de santé le mois suivant et dira qu'elle est encore tombée dans l'escalier, l'alerte va être déclenchée. On se dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Nous devons donc moderniser la façon de prendre en charge les personnes, la manière d'aborder le thème de la violence à l'intérieur des foyers et dans l'espace public. Dans l'espace public, il faut davantage de renseignements. L'occupation de l'espace public par les civils et par la police militaire doit agir en amont du crime. Et non après coup, comme aujourd'hui avec ces caméras sans système intelligent. On peut aussi le faire. L'autre chose très importante est d'asphyxier financièrement le crime organisé. Et vous n'allez pas faire cela en défendant l'autonomie de l'État. Parce qu'il est absurde de refuser la coopération du gouvernement fédéral en invoquant l'autonomie de l'État. Comment ça? Si le gouvernement fédéral veut t'aider, et si on fait de la coopération, de l'échange de données, de l'échange d'informations, du partage de renseignements, une action effective contre le crime, tu vas invoquer l'autonomie pour refuser de l'aide, au lieu de mener une opération ensemble, comme cela a été le cas pour Carbono Occulto. Fêtons l'anniversaire. Je viens de sortir du déjeuner avec le fisc. Il prépare l'anniversaire de l'opération Carbono Occulto. Parce que ça a été un tournant. C'est ainsi que doivent opérer la police fédérale, le fisc, le COAF, le ministère public, la police militaire pour lutter contre le crime. Je dis toujours, le crime organisé gagne contre les désorganisés, mais pas contre l'organisation. Donc si on s'organise, et pour cela, le gouverneur doit mettre la sécurité publique à son ordre du jour et en prendre la responsabilité. Dire c'est mon affaire, je vais le faire, je vais m'en occuper. Comme pour moi, la santé, l'éducation et la sécurité sont des affaires du gouverneur. Ce n'est pas à vous de déléguer à un secrétaire et d'attendre 4 ans pour voir le résultat.
Vous devez les convoquer à vos bureaux pour que ça se réalise. Sinon, ça n'arrive pas. Tu comprends? Ça, c'est la vérité. Et il faut rester constamment à l'affût pour savoir ce qu'il y a de plus moderne à mettre à la disposition de la population. Alors, j'ai passé 4 mois à discuter avec des spécialistes de tous les domaines pour savoir ce que nous pouvions faire pour dynamiser ce type de mise en œuvre.